24 novembre 2014. Un matin paisible au siège de Sony Pictures Entertainment, à Los Angeles. Les employés s'installent avec leur café, prêts pour une journée de travail ordinaire, lorsque soudain les écrans d'ordinateur vacillent. Une tête de mort rouge sur fond noir apparaît, accompagnée du message « Act by #GOP ». Un avertissement glaçant l'accompagne. Nous vous avions prévenu, ce n'est que le commencement. Toutes vos données internes sont désormais entre nos mains. Si vous n'obéissez pas, nous les révélerons au monde entier. En quelques minutes, le bureau sombre dans le chaos. Les téléphones du service informatique sonnent sans relâche tandis que les fichiers deviennent inaccessibles et que les ordinateurs s'éteignent. Une directrice de Sony reste figée devant son écran. Sa boîte mail est bloquée. Les dossiers confidentiels ont disparu. Un employé terrifié crie « Je ne peux plus me connecter, tout a disparu ». Ce n'est pas un scénario de film, mais une véritable attaque cybernétique. Sony Pictures est paralysée. La découverte du désastre. Au fil des heures, les techniciens réalisent qu'environ 3/4 des serveurs et ordinateurs de l'entreprise ont été détruits ou rendus inutilisables. Système de paye, courriel, dossiers financiers, tout est effacé ou verrouillé par chiffrement. Les assaillants se présentent comme les Guardians of Peace. Mais très vite, les enquêteurs remontent la piste vers une origine inattendue. Cette attaque devient l'une des plus dévastatrices de l'histoire des entreprises, avec des répercussions bien au-delà d'Hollywood. Les pirates divulguent des milliers de fichiers sensibles, films inédits, courriels privés, et même des menaces de violence contre les cinémas si Sony ne retire pas la sortie du film The Interview, une comédie se moquant du dirigeant nord-coréen. Sous pression, Sony retire le film des grandes salles. Un précédent glaçant, le cyberterrorisme peut museler la liberté d'expression. Quelques semaines plus tard, les services de renseignement américains accusent publiquement la Corée du Nord. Moment inédit, une cyberattaque provoque un affrontement mondial. Mais pour les observateurs avertis, rien d'étonnant. L'armée cybernétique de Pyongyang. La mystérieuse « armée numérique » nord-coréenne, souvent appelée Lazarus Group ou APT-38, agissait déjà depuis longtemps, dans l'ombre. Cette unité d'élite avait pénétré des banques, volé des centaines de millions de dollars et semé le chaos à travers le monde. Leurs missions vont de l'espionnage au crime financier, jusqu'au sabotage numérique pur et simple. La Corée du Nord, pays pauvre et isolé, est devenue, discrètement, une cyberpuissance inattendue. Dès la fin des années 1990, Pyongyang investit massivement dans la guerre numérique, malgré les coupures d'électricité chroniques et l'accès quasi inexistant à Internet pour sa population. Le Bureau général de reconnaissance, RGB, crée des unités spécialisées, dont le fameux Bureau 121, qui rassemble les meilleurs talents informatiques du pays. Il ne s'agit pas de hackers clandestins, mais d'officiers soigneusement sélectionnés et formés. Dès l'adolescence, les jeunes les plus doués sont envoyés dans des écoles d'élite, comme l'université d'automatisation de Pyongyang. 5 années entières à apprendre comment infiltrer des systèmes informatiques. Les meilleurs rejoignent ensuite le bureau 121 et deviennent une élite privilégiée, appartements luxueux, primes en espèces, familles choyées, un luxe rare dans un pays appauvri. Pour les dirigeants nord-coréens, la guerre cybernétique est l'arme parfaite. Un transfuge confia un jour: l'arme la plus puissante, c'est le cyber. En Corée du Nord, on l'appelle la guerre secrète. Avec quelques centaines de cerveaux brillants, Pyongyang peut frapper les nations les plus riches sans tirer une seule balle. Dès le milieu des années 2000, de nombreux hackers sont envoyés à l'étranger, principalement en Chine, sous de fausses identités professionnelles. Cela leur assure un meilleur accès à Internet et une couche de déni plausible. En 2009, l'opération 3 vise l'armée sud-coréenne, site web saboté, données effacées, panne massive. Les chercheurs en cybersécurité commencent à remarquer un schéma. Un seul acteur semble être derrière plusieurs attaques majeures. Ils le baptisent Lazarus Group. En 2013, Lazarus frappe fort avec l'attaque dite Dark Seoul, banque et chaîne de télévision sud-coréenne s'effondrent. Guichets automatiques paralysés, journaux télévisés réduits au silence, dizaines de milliers d'ordinateurs hors service. Message limpide, Pyongyang peut paralyser une économie moderne à volonté. Puis vient novembre 2014 l'affaire Sony Pictures, qui projette Lazarus sur la scène mondiale. Après Sony, Lazarus se tourne vers une nouvelle cible, la finance. En février 2016, à la Banque centrale du Bangladesh, à Dhaka, les pirates infiltrent les systèmes pendant plusieurs semaines. Un vendredi soir, ils lancent leur coup de grâce. Des ordres envoyés via le réseau SWIFT exigent le transfert de près de 1 milliard de dollars vers des comptes aux Philippines, au Sri Lanka et ailleurs. Une imprimante chargée de consigner les transactions est délibérément sabotée, retardant la découverte. Le lundi matin, 81 millions de dollars ont disparu. Les preuves pointent vers Lazarus. C'est l'un des cambriolages bancaires les plus audacieux de l'histoire, perpétré par un État.
Ensuite, la Corée du Nord multiplie les attaques, banques au Vietnam. En Inde, au Mexique, toutes deviennent des cibles. Les campagnes de Lazarus commencent souvent par du spear phishing, un courriel piégé. Un chevaux, une facture ou une mise à jour factice. Un seul clic maladroit et les pirates s'introduisent dans le système. Une fois à l'intérieur, ils avancent en silence, cartographie du réseau, élévation des privilèges, installation de malware espion, ouverture de portes dérobées. Les données ou fonds volés sont chiffrés, fragmentés, exfiltrés discrètement. Les crypto-monnaies sont blanchies via des milliers de portefeuilles et de services de mixage, effaçant presque toute trace. Malgré ces efforts, les experts reconnaissent des empreintes numériques, portions de code récurrentes, style de nommage caractéristique, conséquences mondiales. Sony Hack, 2014, des dizaines de millions de dollars de pertes. Liberté d'expression menacée. Bangladesh Bank, 2016, 81 millions volés, entraînant un durcissement mondial de la sécurité bancaire. WannaCry, 2017, ransomware qui infecte 150 pays. 300 000 ordinateurs, des hôpitaux britanniques contraints d'annuler des opérations. Ajoutons à cela les vols massifs de crypto-monnaies, finançant directement le programme balistique nord-coréen. La riposte internationale. Les États-Unis et d'autres nations imposent sanctions et poursuites judiciaires. Les membres du Lazarus Group sont publiquement inculpés. Les banques et plateformes crypto sont contraintes de renforcer leur contrôle. Mais au fond, le groupe reste hors d'atteinte derrière les frontières nord-coréennes. Et chaque sanction rend Pyongyang plus audacieux. La cyberguerre est désormais une bouée de sauvetage financière pour le régime. Une réalité inquiétante. Un pays petit et appauvri peut plonger une ville étrangère dans le noir. Piller les plus grandes banques du monde. Paralyser des hôpitaux internationaux. La cyberguerre est devenue le nouvel égalisateur, même les petites nations peuvent frapper les superpuissances. Les experts s'interrogent. Qu'est-ce qu'un acte de guerre dans le cyberespace? Voler de l'argent? Des secrets? Éteindre un réseau électrique? Qui fixera les règles du jeu? Les héros de l'ombre. À Pyongyang, les hackers sont glorifiés comme des héros. Imaginez un jeune programmeur, assis dans une pièce sans fenêtre, tapant sur son clavier. Personne ne connaîtra jamais son nom, mais ses frappes peuvent ébranler des nations entières. Le monde est entré dans une nouvelle guerre froide, menée par des lignes de code. Et comme le prouve Lazarus, pour devenir une menace mondiale, il n'est pas nécessaire d'être une superpuissance. La seule question qui demeure: sommes-nous prêts pour ce qui vient ensuite ?